Le face-à-face avec Jérôme Gage a laissé une cicatrice à Olivier Dussopt, qui par ailleurs n'aime pas les socialistes de salon, qui l'ont toujours méprisé. Lui, le petit ardéchois, qui se décrit comme un socialiste de campagne. Macron est gentil. Il a invité à un dîner confidentiel pour le consoler quand il était cité dans un scandale relatif à des soupçons de favoritisme. Salut Théo. Salut Émile, ça va et toi? Bah très bien, très bien. Apparemment que tu as un truc à Ouais, me j'ai dire. une devinette pour toi. Ouais, je t'écoute. Alors, à qui m'a fait penser durant ce week-end le premier couplet d'une célèbre chanson française que je vais te faire écouter? Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Bah, on a reconnu évidemment Brassens et la mauvaise réputation. Alors on imagine que tu veux peut-être nous parler d'un contemporain anarchiste, je ne sais pas, ou un anticonformiste libertaire. Non, cet terme me fait penser en ce moment à Olivier Dussopt, le ministre pareil. du Travail d'Emmanuel Macron. Alors mais comment ça? Parce que c'est pas la même chose. J'ai parlé juste du premier couplet de La mauvaise réputation et pas de toute la chanson, parce que c'est vrai qu'Olivier Dussopt ne peut pas dire qu'il ne fait pourtant de tort à personne en menant la réforme des retraites façon Macron-Borne. Une réforme dont ne veut pas une très large majorité de Français. Mais je pense qu'en matière de mauvaise réputation, en ce moment, il a la médaille d'or. Et justement, hier, comme pour redorer son image, le quotidien Le Monde a publié un portrait assez surréaliste qui le fait passer soit pour une victime, soit pour un héros. Alors, c'est vrai que le titre de ce portrait est assez parlant. C'est Olivier Dussopt, l'écorché de la réforme des retraites. C'est un angle d'attaque pour le moins particulier, Théo. Oui, parce que dès le départ, il est présenté, sinon comme une victime, comme je le disais, du moins comme quelqu'un qui a souffert et qui mérite peut-être un peu, n'est-ce pas, notre compassion. Si on suit la trame des deux journalistes qui ont rédigé ce portrait, on aurait presque envie de prendre Olivier Dussopt dans nos bras, parce que finalement, c'est un homme qui défend une vraie loi de régression sociale. C'est un homme qui a trahi ses convictions passées, qui explique en gros que c'est parce qu'il a mûri, que c'est normal. C'est aussi un homme qui, pour défendre son projet de loi, a eu recours au mensonge, à la manipulation et à la dissimulation, mais au fond, il a souffert. J'ai eu envie de te faire écouter et de faire écouter à celles et ceux qui nous regardent des extraits de cet article qui utilise de nombreux procédés qui visent à nous mettre dans la peau d'Olivier Dussopt, qui vise à nous faire partager son point de vue, à regarder les choses avec ses yeux. On commence par l'accroche du papier, c'est-à-dire les premières phrases. Il est minuit passé. Olivier Dussopt reste seul, figé, dans un hémicycle soudain silencieux. Les députés se sont retirés après 73 heures et demie de joutes et d'empoignades autour de la réforme des retraites. Dans la nuit du vendredi 17 au samedi 18 février, le ministre du Travail, encore sonné par la violence des débats, respire un grand coup. « Tu as fini ton voyage en enfer », le félicite Agnès Firmin Le Bodo, ministre chargée des professions de santé, en lui massant les cervicales. Alors, la ministre Agnès Firmin Le Bodo est pharmacienne de profession, mais elle a peut-être raté une carrière de kiné. Revenons quand même sur cette expression, un voyage en enfer. En gros, Olivier Dussopt s'est fait torturer par des démons pendant une vingtaine de jours et maintenant, c'est terminé. Ouf. Mais terminé pourquoi ? Parce qu'au final, quoi qu'il en soit, il pourra toujours utiliser les mécanismes institutionnels pour imposer une loi dont il n'aura pas su justifier l'utilité et qui n'aura, au fond, pas été endossée par la chambre basse du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Mais poursuivons notre lecture. Un périple aux allures de douloureux marathon, dont l'ancien socialiste, voix éteinte, tisane au banc et écharpe serrée autour du cou comme une Minerve, a parcouru les derniers mètres en peinant à déplier ses jambes pour donner la réplique. Une laryngite, c'est pire que la France insoumise, lâche-t-il pour décontracter l'atmosphère. Ah là là, la blague du siècle, on est mort de rire. La France insoumise est certes une maladie, mais moins grave qu'une laryngite qui vous enlève votre voix et vos moyens, comme on a pu s'en rendre compte jeudi dernier. Et là, je ne résiste pas à la tentation de passer ce petit magnéto d'un moment devenu mythique. Mesdames et messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme.
Dans le portrait qu'il brosse d'Olivier Dussopt, Le Monde revient sur les insultes en question dont il parle, notamment celle du député Aurélien Saint-Toul, qualifiant d'assassin le porteur d'une loi qui rallonge l'âge légal de départ à la retraite de 2 ans et qui est vue par beaucoup comme une sorte d'impôt sur la vie. Ce jour-là, le ministre a quitté l'hémicycle, donnant de rage un coup de pied dans une porte. L'épisode a soudé la Macronie. Et au-delà, jusqu'à cette scène renversante de la vie parlementaire, Marine Le Pen, debout, applaudie par les députés de la majorité, alors qu'elle venait de faire lever son groupe en soutien au ministre malmené. Un peu plus tard, Olivier Dussopt croise la représentante de l'extrême droite dans un couloir. « Merci pour vos mots », lui dit-il. « C'est normal », répond-elle du tac au tac. Elle a été bien plus républicaine que beaucoup d'autres dans ce moment-là, justifie l'ancien socialiste auprès du Monde, en ciblant une partie de la gauche. Vous l'avez constaté, sans transition, on passe des méchants insoumis à la gentille et républicaine Marine Le Pen, puis on repasse de Marine Le Pen au très 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 vilain Jean-Luc Mélenchon, l'abominable homme des calanques. Dans son viseur, les troupes de Jean-Luc Mélenchon, qu'il perçoit comme des prédateurs flairant l'odeur du sang. Il se compare à un animal blessé, avec en mémoire le conseil de son beau-père, chasseur de lièvres et de sangliers, de ne pas tuer une bête à moitié. Lui n'est pas un lapin, prévient-il. Ce n'est pas parce que j'ai une petite voix que je n'ai pas de caractère. On n'est pas obligé de surjouer le virilisme absolu pour être costaud, revendique l'ancien maire d'Annonay, en Ardèche, décrit par ses amis comme un dur au mal. Voilà, tenez-vous-le pour dit, en dessous de cette apparence de petite nature aphone et contrariée, notre ministre du Travail est un mâle alpha. Le Monde multiplie à ce sujet les infos exclusives dans le style « on arrête tout » et on crie « waouh ». Olivier a 44 ans, mais se lève à 5h15, puis sans transition se lance dans un cycle de 50 pompes et de 50 abdos avant 6h30. Messieurs et dames les véganes, souffrez, mais notre super-héros de la loi scélérate suit un régime hyper-protéiné à base de steak tartare. C'est un homme. Au point où, à son sujet, sa collègue Agnès Pannier-Runacher ose enfiler les métaphores carnassières, si on peut dire. En gros, c'est un dur à cuire, l'Olivier. Il sait se farcir des réunions de 5 heures pour attendrir la viande. Alors Gémile, je ne sais pas si la NUPES, c'est du lard ou du cochon, mais ces députés n'ont pas été si attendris que cela après 20 jours de cuisson. C'est énorme. Alors, je ne sais pas si je suis une mauvaise langue moi aussi, mais ce portrait tel que tu le présentais, tel qu'on le voit, ça semble très people et loin du journalisme en fait. Très people. People chic peut-être, mais people quand même. Oui, on passe de considérations psychologisantes à une espèce de chronique mondaine. Le face-à-face avec Jérôme Gage a laissé une cicatrice à Olivier Dussopt, qui par ailleurs n'aime pas les socialistes de salon, qui l'ont toujours méprisé. Lui, le petit ardéchois, qui se décrit comme un socialiste de campagne. Macron est gentil. Il a invité à un dîner confidentiel pour le consoler quand il était cité dans un scandale relatif à des soupçons de favoritisme. Les gens de droite sont cool, ils lui ont dit plein de choses gentilles, etc., etc. Bref, tout ça vient nourrir, on peut le comprendre, une narration qu'on peut qualifier, qui alimente une forme de perception d'un journalisme de court. On l'a beaucoup lu sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Oui, et ça nous amène à poser des questions de fond. C'est quoi le journalisme politique ? À quoi sert le journalisme politique ? Est-ce qu'il est d'abord une sorte de narration romancée des coulisses de l'univers des puissants, une sorte de récit de destin, de prouesse, de performance, à l'image peut-être du journalisme sportif, ou alors un récit qui place en son cœur les enjeux de la vie réelle, la vie de celles et ceux qui sont impactés par les décisions des politiques, par les décisions politiques. Je pense que ce débat, il est important si nous ne voulons pas perdre totalement notre crédibilité. Merci beaucoup Théophile pour cet éclairage. On se retrouve bientôt.